20 projets lancés presque simultanément dans un pays longtemps classé parmi les plus pauvres du Sahel. En surface, il s'agit d'autoroutes, de rénovations urbaines, de nationalisations énergétiques et de relance industrielle. Mais en profondeur, c'est une tentative de rompre un cycle ancien de dépendance économique et politique. Pourquoi un État aux marges budgétaires étroites ose-t-il faire ce que des voisins mieux dotés ont évité pendant des décennies? Et qu'est-ce que cela change concrètement pour la population lorsque ce choix s'inscrit sous la direction d'Ibrahim Traoré? Une trajectoire nationale est peut-être en train d'être redessinée. Ce récit ne promet pas une célébration ni un verdict définitif. Il propose une lecture structurée d'un moment charnière où des choix matériels deviennent des signaux politiques durables. En 25 à 30 minutes, l'objectif est simple: comprendre ce que ces projets changent réellement au-delà des annonces pour la capacité d'un État à se tenir debout sans appui constant extérieur. L'enjeu n'est pas seulement la croissance, mais la souveraineté fonctionnelle. Routes qui relient des marchés, énergie qui alimente des usines, agriculture qui réduit l'exposition aux chocs climatiques et aux importations. Ce cadre permet d'évaluer les décisions non comme des promesses isolées, mais comme un système cherchant à se renforcer lui-même. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la question centrale devient alors mesurable. Ces investissements créent-ils des boucles de valeur internes capables de durer ou déplacent-ils simplement le risque dans le temps? Pour le public, l'intérêt est concret: identifier ce qui relève d'un changement de trajectoire et ce qui dépend encore d'exécutions fragiles. C'est cette distinction, plus que l'ampleur des chantiers, qui déterminera si l'élan actuel se transforme en stabilité. Le fait décisif n'est pas le nombre de chantiers, mais leur synchronisation. 20 projets majeurs engagés en parallèle, dans un pays qui jusqu'ici avançait par corrections fragmentées. Cette simultanéité change l'échelle du risque et surtout la logique de l'action publique. Sous Ibrahim Traoré, le pari n'est pas d'additionner des réalisations visibles, mais de créer des effets de levier entre secteurs qui auparavant évoluaient sans coordination. Pour mesurer ce basculement, il faut revenir au point de départ. Pendant des années, le Burkina Faso a fonctionné dans un piège structurel discret. Les routes se dégradaient nous plus vite que les budgets ne pouvaient les réparer. Les villes s'étendaient nous sans réseau adapté. Les zones rurales dépendaient nous d'une agriculture pluviale vulnérable aux saisons. L'énergie et le carburant, majoritairement importés, absorbèrent des devises rares sans renforcer la base productive nationale. Rien de spectaculaire, mais une érosion constante de la capacité de projection de l'État. Lorsque Ibrahim Traoré accède au pouvoir, il hérite d'un appareil qui tient encore, mais à son seuil minimal de fonctionnement. Les services existent, les institutions opèrent, mais la mécanique interne est usée par des décennies de dépendance à des financements extérieurs à court terme. Attendre davantage de crédits internationaux ou laisser des opérateurs étrangers dicter les priorités aurait prolongé ce rythme lent sans résoudre la fragmentation. La rupture intervient avec une lecture différente du problème. La faiblesse centrale n'est pas la pauvreté en soi, mais l'absence de cohésion systémique. Les routes ne relieraient pas les pôles de croissance. L'énergie ne soutient pas l'industrie locale. L'agriculture produit mais reste enfermée dans des cycles dépassés. Dans ce cadre, lancer un projet isolé ne change rien de durable. C'est ici que les 20 projets prennent sens. Ils ne sont pas conçus comme des vitrines indépendantes, mais comme des engrenages destinés à se renforcer mutuellement. Transport, énergie, agriculture et industrie sont pensés comme une chaîne continue, capable de transformer des ressources internes en stabilité économique et politique. Le plan n'est pas linéaire, et c'est précisément ce qui le distingue des tentatives Fregdadia précédentes. Pour comprendre comment cette stratégie se traduit sur le terrain,
Il faut observer le rôle joué par l'État comme acteur central et non comme simple coordinateur de partenaires extérieurs. Sous Ibrahim Traoré, l'appareil public cesse d'agir uniquement comme distributeur de projets et devient un organisateur de capacités, en particulier dans les espaces urbains où les tensions sociales et économiques se concentrent le plus rapidement. Les programmes de rénovation des villes peuvent paraître modestes pris isolément. Curage des systèmes de drainage, remise en état de voirie secondaire, réhabilitation de quartiers dégradés, opérations de nettoyage et de sécurisation. Pourtant, leur fonction dépasse largement l'esthétique. Des villes plus prévisibles stabilisent les flux économiques quotidiens, réduisent quitte les coûts y cachés pour les commerçants et créent un environnement où l'activité industrielle peut s'implanter sans interruption constante. Ces chantiers urbains produisent aussi un effet immédiat sur l'emploi. En mobilisant une main-d'œuvre locale, ils transforment les travaux publics en espaces d'apprentissage. Des milliers de jeunes acquièrent des compétences transférables vers des projets plus lourds, industriels ou agricoles, appelés à se déployer ailleurs dans le pays. La reconstruction devient ainsi un mécanisme de formation autant qu'un investissement matériel. Un premier effet mesurable apparaît alors. La relation entre l'État et les communautés urbaines évolue. Là où dominait souvent la méfiance, l'implication directe dans des projets visibles crée un sentiment de participation. Les habitants ne perçoivent plus uniquement les décisions comme lointaines, mais comme des transformations tangibles de leur cadre de vie. Le sens politique de cette approche est clair. En consolidant les villes, avant d'étendre les corridors et les zones productives, le gouvernement cherche à ancrer la reconstruction dans des espaces capables d'absorber le changement sans se fragmenter. Ce choix précoce conditionne la suite du système car sans stabilité urbaine, aucune infrastructure nationale ne peut durer. Au départ, le paysage était fragmenté. Des projets annoncés séparément, des priorités qui changeaient selon les contraintes budgétaires et une impression générale de mouvement sans direction claire. Puis, en peu de temps, le rythme s'est inversé. Sous Ibrahim Traoré, la logique passe de l'accumulation prudente à l'activation coordonnée avec un enchaînement précis, déclenchement, montée en puissance, puis première réplique visible. Le déclenchement commence par une décision politique simple mais coûteuse. Concentrer les ressources limitées sur des structures capables de produire des effets croisés. Plutôt que de disperser les fonds dans des programmes à court terme, le gouvernement choisit de financer simultanément des axes de transport, des réformes énergétiques et des relances industrielles. Ce choix marque un avant et un après. Avant, chaque secteur cherchait à survivre isolément. Après, ils sont conçus pour fonctionner comme un système unique. La montée en puissance se manifeste par l'apparition de projets en grappe. Les chantiers routiers ne sont plus pensés uniquement comme des améliorations de mobilité, mais comme des corridors reliant zones agricoles, centres urbains et pôles industriels. Les rénovations urbaines stabilisent les villes pendant que les initiatives énergétiques cherchent à sécuriser l'approvisionnement nécessaire à l'industrie. L'agriculture, de son côté, est intégrée à cette dynamique par des investissements dans l'irrigation et la mécanisation, réduisant la dépendance aux cycles climatiques imprévisibles. Ce qui distingue cette phase n'est pas l'ambition, mais le calendrier. Tout se déroule à une vitesse inhabituelle pour un État aux capacités financières limitées. Ce tempo rapide est assumé comme un pari. Les autorités savent que retarder l'exécution risquerait de diluer la crédibilité politique du projet. En avançant vite, elles cherchent à créer des preuves tangibles avant que le scepticisme ne se transforme en opposition structurée. Les premières répliques apparaissent alors.
Des routes réduisent les temps de transport pour les producteurs ruraux. Des installations industrielles redémarrent, même à petite échelle, et absorbent une partie de la production locale auparavant exportée brute. La nationalisation de segments énergétiques modifie la circulation des revenus en limitant les sorties de devises. Aucun de ces effets, pris isolément, ne suffit à transformer l'économie. Ensemble, ils commencent cependant à modifier les incitations. Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est aussi un message. Elle signale à la population que l'État est prêt à assumer le risque de l'échec plutôt que la certitude de la stagnation. Elle envoie également un signal à l'extérieur. Le pays ne se contente plus d'ajuster ses politiques à des contraintes imposées. Il tente de redéfinir ses marges d'action. C'est ici que la tension devient centrale. Une stratégie aussi dense peut produire des gains rapides, mais elle expose aussi l'ensemble du système à des chocs si un maillon faiblit. Routes, énergie, industrie et agriculture doivent avancer ensemble. Si l'un ralentit, la dynamique collective peut se fissurer. Cette fragilité assumée prépare la transition vers la phase suivante où les chiffres et les résultats concrets deviennent inévitables. Au point de départ, la situation est simple à formuler. Une économie fortement importatrice, des sorties régulières de devises et une base productive interne trop étroite pour amortir les chocs. Le changement recherché vise un basculement mesurable depuis cette ligne de base vers une capacité accrue à retenir la valeur à l'intérieur du pays. Sous Ibrahim Traoré, l'évaluation ne repose donc pas sur l'intention, mais sur quelques indicateurs clés, limités mais révélateurs. Commençons par l'agriculture. Plus de 104 milliards de francs CFA sont orientés vers la modernisation rurale, un montant significatif pour un État aux marges budgétaires contraintes. Ce chiffre ne dit pas tout, mais il marque un déplacement clair des priorités vers la production locale. Concrètement, ces investissements se traduisent par la mécanisation, l'amélioration des semences, le soutien vétérinaire et l'irrigation. L'objectif n'est pas une hausse ponctuelle des rendements, mais une réduction de la vulnérabilité aux saisons erratiques. En stabilisant la production sur l'année, le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations alimentaires et à sécuriser l'approvisionnement des industries de transformation. Poursuivons avec l'irrigation. Les projets annoncés couvrent près de 900 hectares de terres agricoles rendues exploitables toute l'année. Pris isolément, ce chiffre peut sembler modeste à l'échelle nationale. Son importance réside ailleurs. Il transforme des zones auparavant soumises aux aléas climatiques en espaces prévisibles. Cette prévisibilité permet aux agriculteurs de planifier, aux transformateurs de s'approvisionner régulièrement et aux réseaux de transport de fonctionner sur des volumes plus constants. La valeur ajoutée ne provient pas seulement de la surface irriguée, mais de la continuité qu'elle introduit dans la chaîne économique. Enfin, regardons l'énergie. La nationalisation de plus de 200 stations de distribution de carburant transférées sous contrôle national modifie la structure des flux financiers. Là où une part importante des revenus quittait le pays, une portion plus large circule désormais dans l'économie interne. Ce changement est renforcé par l'expansion solaire, avec de nouvelles centrales destinées à stabiliser l'approvisionnement électrique. L'effet recherché est double: réduire l'exposition aux variations des marchés extérieurs et fournir une énergie plus prévisible aux industries relancées. Ces trois chiffres ne constituent pas une preuve définitive de succès. Ils forment plutôt une ligne de lecture. La logique de base consiste à transformer des dépenses structurelles en leviers cumulatifs. Chaque unité de valeur retenue localement finance de l'emploi, soutient des marchés internes et renforce la capacité de maintenance des infrastructures.
Sous Ibrahim Traoré, l'enjeu est précisément là. Les données disponibles suggèrent un déplacement réel des priorités, mais la durabilité dépendra de la capacité à maintenir ces systèmes. Si les chiffres cessent de se traduire en continuité opérationnelle, l'élan peut s'éroder rapidement. À ce stade, ils indiquent néanmoins un changement de trajectoire mesurable qui prépare le terrain pour le débat critique sur les risques et les objections. Toute stratégie de cette ampleur appelle des objections solides. Et celles formulées à propos de la reconstruction engagée sous Ibrahim Traoré se structurent autour de deux critiques majeures. Les ignorer affaiblirait l'analyse. Les examiner frontalement permet au contraire de tester la robustesse du modèle. La première critique concerne le risque de surextension financière. Lancer simultanément des projets d'infrastructure, d'énergie, d'agriculture et d'industrie dans un pays aux ressources limitées expose l'État à des tensions budgétaires sévères. Les détracteurs soulignent que de grands chantiers peuvent dépasser leurs coûts, que les recettes attendues prennent du temps à se matérialiser et qu'un ralentissement économique externe pourrait rapidement assécher les marges de manœuvre. Dans ce scénario, l'accumulation de projets deviendrait un fardeau plutôt qu'un levier, forçant des arbitrages douloureux ou des abandons partiels. La seconde critique porte sur la capacité d'exécution. Concevoir un système intégré est une chose, le faire fonctionner durablement en est une autre. Routes, réseaux énergétiques, installations industrielles et infrastructures agricoles nécessitent une coordination administrative, une maintenance régulière et une gouvernance disciplinée. Les sceptiques estiment que sans institutions solides et sans continuité politique, l'interdépendance des projets pourrait amplifier les défaillances. Si un maillon faiblit, l'ensemble du dispositif en subit les conséquences. La réponse du camp gouvernemental ne nie pas ces risques, mais les replace dans une comparaison plus large. L'alternative au pari actuel n'est pas une stabilité prudente, mais la prolongation d'un modèle déjà vulnérable. Un système fragmenté, dépendant des importations et exposé aux chocs extérieurs, accumule lui aussi des coûts, souvent moins visibles mais persistants. Sous Ibrahim Traoré, l'argument central est que le risque est désormais assumé et concentré, plutôt que diffus et subi. Cette ligne de défense repose sur un point clé. La cohérence systémique peut réduire certains risques en augmentant d'autres. Une base productive plus intégrée diminue l'exposition aux pressions extérieures, même si elle exige une discipline interne accrue. La question n'est donc pas de savoir si le modèle est sans danger, mais s'il offre une trajectoire plus contrôlable que celle qu'il remplace. C'est cette tension entre risque assumé et vulnérabilité héritée qui structure le débat réel autour de la stratégie actuelle. Le point de bascule apparaît lorsque l'on cesse de voir ces initiatives comme une liste de projets pour les comprendre comme un système unique en cours d'assemblage. À ce stade, la lecture change. Routes, énergie, agriculture et industrie ne poursuivent plus des objectifs parallèles, mais alimentent une même logique de résilience cumulée. Sous Ibrahim Traoré, l'infrastructure devient une architecture fonctionnelle. Les villes rénovées stabilisent la gouvernance quotidienne et la mobilité. Les corridors routiers relient les bassins agricoles aux centres de transformation. L'énergie, désormais davantage contrôlée au niveau national, alimente cette chaîne sans dépendre entièrement de flux extérieurs. Chaque élément renforce la viabilité du suivant, réduisant progressivement les points de rupture. Ce glissement conceptuel est central, car il modifie la manière d'évaluer le succès. Il ne s'agit plus de savoir si une autoroute est terminée ou si une usine redémarre, mais si l'ensemble crée des boucles de valeur capables de s'auto-entretenir. Un projet peut être imparfait. Un système cohérent peut compenser ses faiblesses.
C'est ici que le pari devient lisible. La reconstruction n'est pas conçue comme une accumulation de symboles visibles, mais comme une tentative de reprogrammation économique. En acceptant que tout ne réussisse pas de manière uniforme, la stratégie mise sur la capacité du réseau à absorber les chocs. À mi-parcours du récit, une conclusion intermédiaire s'impose. La question n'est plus l'ambition, mais la solidité des connexions. Et ce sont précisément ces connexions qui détermineront les effets concrets observables dans la vie quotidienne. Lorsque l'on observe les effets de cette stratégie sur le terrain, les conséquences ne se répartissent pas de manière abstraite. Elles touchent qu'à des groupes précis, chacun exposé différemment aux transformations en cours. Sous Ibrahim Traoré, l'intérêt du modèle réside précisément dans cette capacité à produire des impacts différenciés mais convergents. Pour l'État, le premier changement est institutionnel. Des infrastructures mieux connectées réduisent les coûts de fonctionnement et augmentent la capacité de planification. Des routes entretenues par des mécanismes de péage internes, une distribution énergétique davantage sous contrôle national et une base productive élargie offrent des leviers fiscaux et administratifs plus prévisibles. L'État ne devient pas autonome du jour au lendemain, mais il récupère des marges d'action qui limitaient jusque-là sa crédibilité interne et externe. Pour les entreprises locales, la transformation est plus immédiate. Les industries de transformation redémarrées, même à échelle modeste, bénéficient d'un approvisionnement plus régulier en matières premières locales et d'une énergie plus stable. Cela réduit les coûts liés aux importations et aux ruptures de stock. Les transporteurs profitent de corridors routiers améliorés qui raccourcissent les délais et augmentent la rotation des marchandises. Ces gains ne créent pas une prospérité instantanée, mais ils modifient les incitations à investir et à produire sur place. Du côté des citoyens, l'impact se mesure d'abord par l'emploi et la prévisibilité. Les chantiers absorbent une main-d'œuvre jeune, et tandis que l'agriculture irriguée permet à certains ménages ruraux de planifier une production annuelle plutôt que saisonnière. Cette stabilité relative change la relation au risque. Un revenu plus régulier, même modeste, transforme la perception de l'avenir et réduit la tentation de stratégies de survie à court terme. Sous Ibrahim Traoré, cet aspect social constitue un pilier tacite de la reconstruction. À l'échelle régionale, les conséquences sont plus subtiles mais tout aussi significatives. Un Burkina Faso moins dépendant de chaînes d'approvisionnement extérieures devient plus difficile à influencer par des pressions économiques ciblées. Les partenaires ajustent leur approche, les voisins observent avec attention et certains gouvernements y voient un précédent. La reconstruction n'est plus perçue uniquement comme un programme domestique, mais comme un signal géopolitique. Ses effets restent inégaux et partiels. Tous les territoires ne bénéficient de pas au même rythme et les résultats positifs peuvent être fragilisés par des retards ou des chocs extérieurs. Néanmoins, pris ensemble, ils indiquent une évolution mesurable. La stratégie commence à produire des conséquences tangibles pour l'État, les entreprises, les citoyens et la région. C'est cette matérialité, plus que les discours, qui nourrit désormais les attentes et prépare le débat sur ce qui pourrait suivre dans les mois à venir. À ce stade, l'analyse ne peut pas se limiter à ce qui a déjà changé. Elle doit explorer ce qui devient plausible à court et moyen terme en fonction de la manière dont le système évolue. Trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun reposant sur des conditions différentes plutôt que sur des prévisions chiffrées. Dans le scénario de base, l'exécution reste inégale mais suffisante. Les projets avancent à des rythmes différents. Certains rencontrent des retards techniques ou administratifs, mais l'architecture générale tient. Les corridors routiers
commencent à fonctionner de manière plus fluide, l'énergie reste relativement stable et les industries relancées continuent à absorber une part limitée mais croissante de la production locale. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario consolide la crédibilité politique sans transformer encore profondément l'économie. Le pays gagne du temps et réduit certaines vulnérabilités sans éliminer les tensions budgétaires. Le scénario optimiste repose sur une convergence plus rapide. Les infrastructures clés atteignent une masse critique permettant aux boucles de valeur de se renforcer mutuellement. L'agriculture irriguée stabilise l'approvisionnement, l'énergie soutient l'industrie sans interruption majeure, et les recettes internes augmentent suffisamment pour financer l'entretien des réseaux. Dans cette configuration, le Burkina Faso commence à être perçu comme un acteur régional plus autonome. Les partenaires ajustent leur posture et de nouvelles opportunités de coopération émergent, non par dépendance, mais par intérêt réciproque. Le scénario défavorable met en lumière les fragilités. Des retards prolongés, une maintenance insuffisante ou des chocs politiques perturbent la coordination entre les secteurs. Si un maillon central faiblit, les effets en chaîne peuvent s'amplifier. Les attentes élevées de la population se transforment alors en déception et la pression budgétaire s'intensifie. Sous Ibrahim Traoré, ce risque n'est pas ignoré. Il constitue le coût potentiel du choix de la vitesse. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune n'est figée. La différence entre elles dépend moins de facteurs extérieurs que de la discipline interne, de la capacité à prioriser et à ajuster. La recommandation clé n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de suivre les signaux faibles, continuité de l'exécution, qualité de la maintenance et cohérence des décisions. C'est dans ces détails que se jouera la direction réelle de la reconstruction. À ce stade, la reconstruction cesse d'être une abstraction nationale et devient une expérience vécue différemment selon la position de chacun. Pour une partie du public urbain, les changements se traduisent par une amélioration graduelle de la mobilité, une présence accrue de chantiers et une perception renouvelée de l'action publique. Les routes réparées, les quartiers stabilisés et l'activité économique plus visible modifient le quotidien, même lorsque les bénéfices restent modestes. Pour les populations rurales, l'enjeu est distinct. L'accès à l'irrigation, à des intrants plus fiables et à des débouchés mieux connectés transforme la relation au travail agricole. La possibilité de planifier sur une année entière plutôt que sur une seule saison change la prise de décision des ménages. Ce n'est pas seulement une question de revenus, mais de contrôle retrouvé sur le temps et le risque. Du point de vue des jeunes actifs, la reconstruction agit comme un signal. Les chantiers, les usines relancées et les besoins en transport créent des opportunités d'emploi et de formation technique. Sous Ibrahim Traoré, cette dimension est centrale, car elle touche une génération pour laquelle l'absence de perspective constituait une source majeure de frustration sociale. L'emploi ne résout pas tout, mais il réoriente les attentes et renforce le lien entre efforts individuels et projets collectifs. Pour les observateurs extérieurs, enfin, le message est plus stratégique. La trajectoire actuelle invite à revoir des hypothèses anciennes sur la capacité d'un État à agir avec des ressources limitées. Ici. Elle pose une question implicite au public international. Comment interagir avec un pays qui cherche à reconduire sa dépendance sans se refermer sur lui-même? Cette diversité de points de vue rappelle une réalité essentielle. La réussite ou l'échec de la reconstruction ne se mesurera pas uniquement en indicateurs macroéconomiques, mais dans la manière dont différentes catégories de la population s'approprient le changement. C'est cette appropriation progressive et inégale qui conditionnera la stabilité de l'élan engagé.
À ce stade, la question n'est plus seulement ce qui a été lancé, mais comment l'élan peut être consolidé de manière mesurable. La reconstruction engagée sous Ibrahim Traoré dépend désormais d'une feuille de route claire articulée autour de quelques étapes clés plutôt que d'une accumulation d'objectifs abstraits. D'abord, sécuriser la continuité opérationnelle. Cela implique de prioriser l'entretien des infrastructures existantes avant d'élargir leur périmètre. Routes, réseaux d'irrigation et installations énergétiques doivent fonctionner de manière fiable, même si leur extension est progressive. Le critère de réussite n'est pas la multiplication des chantiers, mais la réduction des interruptions et des coûts imprévus. Ensuite, renforcer la coordination sectorielle. Transport, agriculture, énergie et industrie doivent être gérés comme un ensemble interdépendant. Concrètement, cela signifie synchroniser les calendriers, aligner les capacités énergétiques avec les besoins industriels et assurer que les productions agricoles trouvent des débouchés locaux. Sous Ibrahim Traoré, cette cohérence est le cœur du modèle. Sans elle, les gains se fragmentent, puis investir dans les compétences et la gouvernance. Les projets nécessitent des techniciens, des gestionnaires et des mécanismes de suivi transparents. Former une main-d'œuvre capable d'assurer la maintenance et améliorer les procédures administratives sont des conditions aussi importantes que le béton et l'acier. Enfin, mesurer et ajuster. Chaque initiative doit être évaluée à partir d'indicateurs simples. Continuité de service, emploi créé, valeur retenue localement. Ces mesures permettent d'identifier rapidement les faiblesses et d'ajuster sans remettre en cause l'ensemble du système. Et, en toile de fond, maintenir le lien avec la population. La légitimité de la stratégie repose sur des résultats visibles et compris. Une communication claire sur les priorités et les limites renforce l'adhésion et réduit le risque de désillusion. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit cependant les conditions minimales pour transformer l'ambition en trajectoire durable et pour répondre aux attentes élevées que la reconstruction a déjà suscitées. Le fil conducteur de cette reconstruction ramène toujours au même point, la volonté de reprendre prise sur des mécanismes longtemps subis. Ce qui, au départ, apparaissait comme une succession de chantiers se révèle désormais comme une tentative cohérente de réécriture du rapport entre l'État, l'économie et la société. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique ne se résume pas à des routes ou à des centrales, mais à une redéfinition du possible. Le motif initial, celui d'un pays aux ressources limitées osant agir à grande échelle, trouve ici son écho. Les villes stabilisées, les terres irriguées, les usines relancées et les réseaux énergétiques repris en main deviennent des symboles concrets d'une ambition plus profonde. Ils racontent une population qui ne se contente plus de gérer la pénurie, mais qui cherche à organiser la continuité. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais d'un déplacement du regard. Un État, autrefois décrit principalement par ses contraintes, est désormais observé à travers ses choix. Ibrahim Traoré incarne cette transition, non comme une figure isolée, mais comme le point de convergence d'attentes sociales, économiques et politiques longtemps dispersées. Une phrase s'impose alors comme conclusion provisoire. Reprendre le contrôle change la manière d'imaginer l'avenir. Que cette tentative réussisse pleinement ou non, elle a déjà produit un effet durable. Elle a modifié les attentes internes, réorienté les calculs externes et inscrit le Burkina Faso dans une narration nouvelle où l'initiative compte autant que les moyens. À ce point du parcours, la reconstruction du Burkina Faso ne peut plus être réduite à une liste de projets ni à une orientation politique unique. Elle agit comme un miroir plus large, tendu à la société et à ceux qui l'observent de l'extérieur. Routes,
Énergie, agriculture et industrie deviennent alors des supports matériels d'une question plus profonde. Comment un pays choisit-il de définir sa propre stabilité? Sous Ibrahim Traoré, cette démarche invite à dépasser le réflexe du jugement rapide. Elle oblige à réfléchir en termes de trajectoire plutôt que de résultats immédiats. Certains verront dans cette stratégie une prise de risque excessive. D'autres y liront une tentative nécessaire de rompre avec un modèle qui avait atteint ses limites. Entre ces deux lectures, l'espace du débat reste ouvert. Pour le public, l'enjeu est aussi personnel. Que l'on soit citoyen concerné, observateur régional ou simple lecteur, cette histoire pose une question universelle. À quel moment l'inaction devient-elle plus coûteuse que l'audace? Et comment mesurer le succès lorsque l'objectif principal n'est pas la performance rapide, mais la capacité à durer? La discussion ne se termine donc pas ici. Elle commence là où chacun situe le curseur entre prudence et transformation. Parmi les secteurs évoqués, lequel vous semble le plus décisif pour l'avenir du pays et pourquoi?